Fidèle à votre émission Jeunesse en Action, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, nous sommes à nouveau là pour vous présenter une nouvelle équipe de jeunes qui sont en action. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Igor Semano. Il est cofondateur de la maison des startups située à Cotonou, dans la zone des ambassades à Akpakpa. Igor Semano, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Alors, merci donc d'accepter notre invitation. Le plaisir pour moi. Plaisir partagé, chers amis. Alors, mesdames et messieurs, nous allons parler des actions de la jeunesse, comme je le disais. Igor Semano, lui, il est cofondateur de la maison des startups située à Cotonou. Avec lui, nous allons parler de son entreprise, l'entreprise dont il est cofondateur, bien sûr, et donner les significations, tout ce qui va avec cette entreprise. Startup, bien sûr, ce n'est pas encore une entreprise. Alors, Igor Semano, lorsqu'on parle de startup tout de suite, à quoi faut-il faire allusion? Lorsqu'on parle de start-up, disons déjà que c'est un thème qui est venu des États-Unis. Donc c'est une entreprise en démarrage qui est à la recherche de son, on appelle ça modèle d'affaires, comment est-ce qu'il va gagner de l'argent. Mais qui s'appuie déjà sur l'innovation et on remarque que ça a une forte potentialité de croissance dans les années à venir. Donc voilà un peu de façon basique ce qu'on peut dire de start-up pour que tout le monde puisse comprendre au fait. Ce thème désigne donc une entreprise nouvelle, oui, avec beaucoup d'innovation, des choses qui peuvent suivre, n'est-ce pas? Quelle différence donc faut-il faire entre start-up, une start-up et une entreprise? Disons qu'il y a des entreprises de subsistance qui s'appuient sur au fait, l'achat-vente, qui n'apportent rien, qui n'ont pas de valeur ajoutée par rapport à ce qui existe déjà. Mais lorsqu'on parle des startups, on s'appuie typiquement sur l'innovation. L'innovation est mise à l'avance. Ça veut dire que vous apportez quelque chose de plus que ce qui existe déjà. Il ne s'agit pas de recréer la roue. Mais supposons que le paysan, pour pouvoir sacler un champ, faisait 2 heures, 3 heures, et avait des courbatures un peu partout. Comment est-ce qu'il faut innover avec la roue là pour que le paysan puisse voir que oui, c'est plus facile pour lui? Est-ce que vous ne créez pas la facilité dans la vie des humains? Oui, je crois que c'est ce que le monde aspire. Aujourd'hui, vous allez aux États-Unis ou bien dans ces pays européens, vous avez des robots qui peuvent vous essuyer le carreau, toute la chambre. Et même chez nous encore, ici, on a des dames qui s'échinent matin, midi, soir le fait. Et je crois que l'innovation apporte de la facilité à la vie. Ça facilite un peu le quotidien de tout le monde. Vous avez répondu d'une certaine manière déjà à ma prochaine question qui aurait été le but, de savoir le but donc des startups. Oui. Vous voyez, comme je l'ai dit, ce qui roule aujourd'hui le monde, ce qui fait avancer aujourd'hui le monde, c'est l'innovation. La création de contenu. Oui, l'innovation, on voit qu'il y a ces petites entreprises qui naissent avec de petites idées, mais on voit que d'ici quelques années, ils sont en train de révolutionner un secteur. Je prends le cas de Mark Zuckerberg avec Facebook. Vous voyez, il y avait beaucoup de réseaux sociaux avant Facebook. Mais quand Facebook était venu, il avait innové. Parce que pour lui, c'était juste, il voulait résoudre un problème dans son université pour que les gens puissent être en réseau. De l'université, c'est parti pour l'État. De l'État, maintenant, ça a embrasé toutes les États-Unis. Et aujourd'hui, là où vous et moi nous sommes, il n'y a pas quelqu'un qui dit... C'est toute la terre. Facebook. Donc réellement, ces petites entreprises, dès le départ, veulent changer le monde, si on peut parler à ce terme. Ils veulent changer le monde avec de nouvelles choses et petit à petit, ils arrivent à le faire. Des années durant, ces entreprises qui peut-être pour leur rentabilité prennent des années, 5 ans, 6 ans avant qu'on voit qu'ils sont vraiment rentables. Commercialisation, entreprise, développement, tout ce qui va avec. Quels sont les différents types donc de start-up? Oui, on peut en vouloir classer les start-up, on peut s'appuyer sur plusieurs facteurs. Si on s'appuie sur le domaine le secteur dans lequel ils travaillent, et surtout si on parle de la technologie, on peut parler par exemple des start-up de l'agritech, qui est la technologie appliquée à l'agriculture. On peut parler des start-up de EdTech, qui est l'éducation, la technologie appliquée à l'éducation. On peut parler des startups de LegalTech, qui est la technologie appliquée au droit. On peut aussi parler de la technologie de CleanTech, tout ce qui concerne l'environnement. Donc, mais on peut aussi s'appuyer sur le niveau d'évolution de l'entreprise. Donc, quand ça appuie ça, il peut y avoir des entreprises en démarrage qui sont à l'étape d'idée. On parle d'étape d'idée. Il peut y avoir des entreprises qui sont en amorçage,
à entrer sur le marché ou en croissance. Donc ça dépend des facteurs qu'on prend pour pouvoir classer les startups. Les startups. Oui. Alors, quand est-ce que voilà, une startup devient une entreprise? Ok. Donc sachons-le, une startup n'est pas appelée à demeurer startup tout le temps. Oui. Donc lorsqu'on voit que le modèle d'affaires est validé, ça veut dire que la manière dont on veut se faire de l'argent est déjà connue et déjà appliquée, et ça commence par générer des sous, des revenus. Déjà, tu peux déjà rentrer dans le monde des startups. On croit qu'après 3 ans, au plus normalement, une entreprise qui est née devait déjà... Vous parlez d'une startup qui est née. Oui, voilà. Une startup qui est née doit pouvoir déjà aspirer à devenir une entreprise. Donc on peut parler dire que une startup, celui qui a une startup, c'est un entrepreneur, il s'essaie, il n'a pas encore trouvé les moyens. Comment est-ce qu'il va gagner de l'argent? Donc il y a plusieurs modèles d'affaires. Vous allez voir aujourd'hui au niveau de Facebook, il y a ce qu'on appelle le freemium. La base est gratuite, mais lorsque vous voulez plus, vous payez. Il y a plusieurs modèles d'affaires. Donc lorsque tu n'as pas encore trouvé ton modèle d'affaires, tu t'y cherches alors. Mais on sait que s'appuyant sur l'innovation, cette entreprise, cette startup a une forte potentialité de développement. Donc lorsque lui-même il voit que oui, j'ai déjà atteint ce niveau de maturité, j'ai déjà trouvé mon modèle d'affaires, je sais déjà comment générer de l'argent, là facilement il peut rentrer dans le domaine des entreprises et pleinement tel qu'on le connaît sous nos cieux ici. D'accord, donc lorsque je commence par générer un peu de sous, je peux dire voilà, j'ai passé d'une étape à une autre, je peux me faire appeler mon agence entreprise. Oui, mais à partir du fait que lorsque le modèle d'affaires, comment est-ce qu'on va gagner de l'argent est connu, et que le produit est connu, l'équipe est formée, parce qu'en matière de start-up, il y a ce qu'on appelle le pivotage. Ça veut dire quoi? Souvent les start-up partent d'un problème, je veux résoudre un problème. Et je trouve des solutions. Lorsque la solution de départ n'arrive pas à résoudre le problème, je peux changer de solution. D'accord. C'est le pivotage. Donc lorsque je suis encore en matière de pivoter, je ne sais pas encore comment gagner de l'argent, je suis toujours dans la start-up. Je peux toujours me considérer comme une start-up. Mais lorsque tout est fait, et je suis comme une entreprise qui est là, et qui a déjà connu comment est-ce qu'il va gagner de l'argent, déjà je peux être considéré comme une entreprise connue sur nos cieux. Quand on parle d'entreprise chez nous, on sait que c'est un établissement, soit une société à responsabilité militaire. Donc on peut déjà, lorsque tout est OK. Une entreprise aussi, c'est celle-là qui est capable de payer les impôts. Exactement. Les startups ne sont pas appelées à payer les impôts. Oui, aujourd'hui au Bénin, on ne distingue pas, il n'y a pas encore une loi qui nous donne la légitimité de nous appeler, la légalité de nous appeler start-up. Je vais parler ainsi. Donc, lorsque tu crées ton entreprise, lorsque tu formalises, soit tu es un établissement, soit tu es une société, tu paies tous les impôts chez nous. Mais dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle le Startup Act, qui est une loi qui régit spécifiquement les startups, qui lui accorde des avantages. Il est vrai que au niveau du gouvernement, ils ont prévu des avantages pour les entreprises qui sont dans le domaine de la technologie et de l'innovation. Donc c'est petit à petit, on s'en va là. Cette réponse va m'amener à vous demander les étapes de développement d'une start-up. Ok. Je dis, pour démarrer une start-up, il y a l'idéation. L'idéation, c'est l'étape où on travaille sur l'idée. D'accord. On travaille sur l'idée, on valide l'idée. Et en temps normal, pour une entreprise qui commence ainsi, il peut s'y trouver un accélérateur, s'y trouve un incubateur, comme la maison des startups, c'est là où on incube. Donc après l'étape de l'idéation, il y a l'étape où on valide maintenant le concept. Le concept, c'est comment est-ce que tout ce qui concerne l'idée, on valide le concept. Maintenant, on va à la sortie d'un prototype. Chez les anglophones, on appelle ça le MVP, le minimum produit viable. C'est quelque chose qui ressemble à ce que tu veux sortir à la fin, mais qui n'est pas encore ça. Mais qui te permet déjà de générer de l'argent et d'avoir le retour du client. Donc, quand tu as l'étape de MVP, de minimum produit viable, ensuite, il y a l'étape d'entrée sur le marché. Là, tu es déjà sur le marché, tu as déjà tes premiers clients. Et ensuite, il y a l'étape de croissance. Donc, tu commences pas vraiment à générer de l'argent, ta base de clientèle est en train d'augmenter. Maintenant, il y a l'étape de scale-up. Ça veut dire que c'est déjà bon ici, je m'en vais ailleurs. Je peux déjà espérer et prospecter d'autres marchés. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Pour les étapes de création, mais ça part toujours de l'idéation. Un problème, on traverse le problème pour trouver une idée. Qui peut travailler chez vous dans une start-up? Lorsqu'on parle d'une start-up, qui est-ce qui peut travailler là? Oui, souvent on invite tout le monde. On invite tout le monde. Puisqu'on a constaté que
souvent chez nous, vous voyez, l'année passée, j'étais en train de donner les cours de l'entrepreneuriat à l'université de Parakou. Et quand je discutais avec les étudiants, ils savaient ce qu'on appelle l'entreprise. Mais lorsque j'ai parlé de l'entreprise, de l'innovation, c'est là ça commençait par... de la start-up, vous voulez dire? Oui. Donc, lorsque j'ai commencé par parler de start-up, c'est là où ils ne comprenaient pas. D'où on a vu qu'au fait, ils savaient ce que c'est. Mais en leur fond, les tenants, les aboutissants. Ils étaient dedans, mais ils ne savaient pas que c'est ça qu'ils faisaient. Donc, pour nous, tout le monde peut avoir de start-up. Pourvu que tu puisses détecter un problème dans ta société à laquelle tu veux, un problème auquel tu veux donner une solution entrepreneuriale. Parce que tous les problèmes, c'est pas tous les problèmes qu'on peut trouver une solution entrepreneuriale. Non. Donc, à ce problème-là, lorsque tu commences à détecter un bon problème, si tu peux parler, c'est un bon besoin. 10 millions de personnes sont confrontées à ça et le besoin est urgent à être résolu. Là, on voit déjà que tu peux travailler avec nous. Donc, on fait des appels à projets pour les entreprises pour les gens qui sont les cas de déviation. Donc, ils n'ont pas encore trouvé d'idée ou bien ils ont déjà trouvé d'idée. Ou ceux qui ont déjà un prototype, ou ceux qui ont déjà des prototypes et veulent aller sur notre marché. Voilà différents types de personnes qu'on reçoit chez nous. Chez vous, nous parlons bien sûr de la maison des startups qui est à Papa. Dites-nous comment vous accompagnez ces entreprises qui innovent. On a plusieurs types d'accompagnement. Il y a ce qu'on appelle, on a en nous-mêmes des services d'accompagnement. Donc, on accompagne les entreprises. Parlant des services, on a des services d'accompagnement sur le plan juridique. Donc, juridiquement, lorsqu'une entreprise est née, surtout quand on parle de l'innovation, là, il faut que déjà, lorsqu'une entreprise est née et que c'est l'innovation, il faut déjà qu'il puisse protéger son innovation par la propriété intellectuelle. Donc, on l'accompagne là jusqu'à ce que l'entreprise puisse vraiment s'asseoir, les contrats avec les employés, la formalisation, tout. Ça, c'est un service qu'on donne. Mais au-delà de ça, on a des programmes d'accompagnement où on invite des entreprises qui viennent soit à l'étape d'idée, soit à l'étape de minimum produit viable, soit déjà à l'étape de croissance et qui veulent aller sur d'autres marchés. Et lorsqu'on reçoit ce type d'entreprise, il y a des coachings qu'on leur donne. Des coachings sur tout le plan, sur le plan de développement de produits, sur le plan de marketing, sur le plan tout ce qui concerne la création de l'entreprise et formation d'équipe. Mais après ça, il y a des fois ces entreprises-là qui ont déjà démarré mais qui ont besoin de financement. Donc on les accompagne aussi à accéder au financement. Accéder au financement, c'est pas vous qui financez? Non, on n'est pas appelé à financer, mais on les met en relation avec ces investisseurs qui ont la potentialité de pouvoir financer. Au Bénin, il y a pas ceux-là qu'on appelle Bénin Business Angel. Ça, c'est comme une association de personnes qui financent ces genres d'entreprises, ces genres d'innovation. D'accord. Alors dites-nous, vous n'êtes pas seulement cofondateur de la maison des startups qui est à côté de nous. Vous avez également édité quelques livres. Parlez-nous de votre livre. Lorsque je me tiens à ce que j'ai devant moi, n'importe qui peut innover. Oui. Est un parfait guide pour vous aider à développer votre compétence en innovation et libérer votre potentiel créatif. C'est vous qui êtes l'auteur de cette phrase. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Oui. En fait, il y a cela 10 ans, en 2013, lorsque j'ai terminé ma maîtrise en droit, et j'avais dirigé l'organe de presse de l'université de Parakou, je me suis dit qu'il fallait que je crée mon entreprise. C'est là où je suis rentré dans l'entrepreneuriat. Pour pouvoir trouver le financement, on a tout vendu, moto, tout pour rentrer dedans. Et dans le parcours, on a vu qu'au fait, il y a des idées qu'on peut donner. J'ai compris aussi qu'à travers ce parcours, que le premier capital dont a besoin l'entrepreneur pour pouvoir démarrer son entreprise, ce n'est pas l'argent. Parce que j'ai commencé avec 2 entreprises, j'avais l'argent, tout ce qu'il fallait, mais ça a échoué. Mais j'étais dans un bus un jour et j'ai quitté, c'était à Cotonou, j'ai quitté Ouettopou à Papa. Quand dans ce bus, une dame racontait un peu son historique, c'est là où j'ai eu une idée. Qu'à travers les nouvelles technologies, on peut divulguer les lois. On peut divulguer le droit, parce qu'en matière de droit, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Voilà qu'une loi est votée à l'Assemblée en langue française. Comment est-ce que mes parents de Tchoukontounan, bien de Matériel, bien de Pomassé peuvent comprendre réellement ce que contient la loi? Donc à travers les nouvelles technologies, on s'est dit qu'on va divulguer un peu la loi.
C'est là que j'étais à l'étape d'idée quand j'ai postulé pour une compétition qu'on appelle Tony Eloumelou Entrepreneurship Programme. Et j'étais à l'étape d'idée. J'ai été sélectionné parmi, en ce moment-là, on était seulement 4 Béninois sélectionnés. J'étais parmi eux. J'ai dit, waouh, ça a démarré. Donc, j'étais juste à l'étape d'idée. J'avais pas encore d'entreprise, j'avais une idée. Mais l'idée sortait de l'ordinaire, c'était innovant. Donc, j'ai eu un premier financement, un premier soutien de la part de Tony Eloumelou. En 2000, j'étais là. Grâce à cet argent, ça m'a permis de pouvoir mettre en place le minimum produit viable. J'étais là en 2018 quand j'ai participé à une autre compétition au Nigeria, on appelle ça Lagos Innovating Justice Challenge. Oui, nous sommes en train de parler de du premier prix Afrique de l'Ouest Innovation. Et après ça, j'étais à la aux Pays-Bas quand j'étais parmi les 12 meilleurs entrepreneurs au monde. Tout ça à cause de l'innovation. Igor a également remporté plusieurs prix et distinctions pour son travail innovant. Oui. Il a été nommé l'un des 12 meilleurs entrepreneurs de justice innovants en 2018 par AIL dans la justice aux Innovating Justice Challenge. Lagos en septembre 2018. Igor a également été le lauréat du Tony Eloumelou Entrepreneurship Programme en 2016 et le Digital Startup Accelerator Programme en 2017. C'est un parcours inspirant. Mais c'est juste le début, je peux parler à ce thème. Parce qu'il y a d'autres exemples, d'autres personnes qui sont allées loin. Donc c'est pour nous, ce livre me permettait de dire aux jeunes que oui, j'ai commencé de rien. Je n'avais rien sur moi, c'est juste l'idée. Donc, mais vous avez vendu votre moto. Oui, mais non, c'était dans une entreprise qui avait échoué. D'accord. Donc j'avais créé deux premières entreprises qui avaient échoué. J'avais le capital, tout ça avait échoué. Mais lorsque j'avais juste une idée qui sortait de l'ordinaire, qui était innovante, ça permettait à ceux-là qui sont loin de Cotonou de pouvoir accéder facilement à la consultation juridique en composant juste un numéro à cache 72 113 et par les indications, je les reliais aux consultants juridiques. Donc par cette manière, ça m'a permis de pouvoir gagner le financement un peu partout et de créer mon entreprise. D'où ce livre qui permet aux jeunes de savoir que oui, c'est possible. Juste, j'ai l'idée, oui, tu peux déjà te lever de ta chambre et commencer quelque chose juste avec l'idée. Tu n'as pas besoin de l'argent. Lorsqu'on a l'argent, on arrive on dépense. Oui, mais à pouvoir sauter certaines étapes. Et après, on est obligé de recommencer. Igor Semanou, merci donc d'être passé chez nous. Quel est votre mot à l'endroit de tous ceux qui ont pour aspiration de créer une entreprise dans un futur? Tout le plaisir pour moi de m'adresser à eux, de dire que c'est possible. C'est encore possible. Si surtout avec n'importe qui peut innover que vous avez édité. Donc vous êtes auteur. Exactement. Dedans, vous allez voir des outils qui peuvent aider beaucoup de personnes. Et je prends, juste pour terminer, je prends un outil qu'on appelle l'océan bleu. Aujourd'hui, on croit que lorsqu'on produit de qualité, on ne peut pas vendre moins cher. Mais grâce à l'océan bleu, c'est un outil qui permet aux gens, qui permet aux futurs entrepreneurs de savoir que oui, tu peux produire moins cher et de qualité. Donc tous ces outils sont à l'intérieur pour aider toute personne qui a identifié un problème, de partir du problème jusqu'à aller à un produit innovant. Donc voilà pourquoi. À combien vous avez vendu votre œuvre? Le livre est à 7500. Le livre est à 7500. C'est disponible à la maison. 7500 comparé à ce que ça contient, ce n'est pas beaucoup. Bon, pour nous, on dit souvent qu'on n'aime pas lire, mais je crois que tous ceux qui ont pris ont témoigné. Donc je ne sais pas moi de parler de moi-même, ils ont témoigné. Et je crois que c'est un bon livre. Ça, c'est pour moi. Il n'y a pas de problème. Igor Semanou, cofondateur de la maison des startups située à Cotonou, zone ambassade à Akpakpa, était sur notre émission, votre émission, mesdames et messieurs, Jeunesse en Action, pour vous parler de la maison des startups dont il est cofondateur et également de ses œuvres, de son parcours très inspirant à travers le monde, à travers l'Afrique. Merci donc pour votre fidélité. Nous serons toujours là pour vous accompagner. National TV, nous restons fidèles au programme de la télévision. On se retrouve prochainement pour d'autres numéros. Portez-vous bien. Au revoir.